Patrice Talon, politiquement, a ramené le Bénin en arrière. Il faut avoir le courage de le dire. C'est ce que je dis. On dirait qu'il a de la colère contre les citoyens togolais. Je ne sais pas ce que les citoyens togolais ont fait pour avoir cette colère-là contre eux. Dans un contexte politique de plus en plus tendu au Togo, certaines prises de parole viennent bousculer les lignes et raviver les débats. Aujourd'hui, nous revenons sur un live marquant d'un Togolais engagé du groupe Veille Citoyenne, qui propose une lecture critique et sans concession de l'actualité politique récente. Entre la sortie fortement critiquée de Dodji Apevon du parti FDR et celle de Jean-Pierre Fabre de l'ANC, lors d'une conférence de presse la semaine dernière, et une remise en cause de la gouvernance de la famille Gnassingbé, ce live soulève des interrogations profondes sur la direction que prend le pays. L'analyse ne s'arrête pas aux frontières togolaises. Elle s'étend également au Bénin, où les récentes élections du 12 avril font déjà couler beaucoup d'encre. Le président Patrice Talon est notamment pointé du doigt pour des choix politiques que certains considèrent comme un recul démocratique. Un décryptage engagé, des positions assumées, et une parole libre. Restez jusqu'au bout, car dans ce live, vous comprendrez mieux les enjeux profonds et les véritables messages derrière ces événements. Ah, vous avez entendu ce qu'il a dit? On a l'impression que les citoyens togolais sont devenus malades. Excusez-moi de le dire, c'est ce qu'il a dit, hein? On a l'impression que les citoyens togolais sont devenus malades. C'est comme beaucoup sont malades. C'est ce que je dis. On dirait qu'il a de la colère contre les citoyens togolais. Je ne sais pas ce que les citoyens togolais ont fait pour avoir cette colère-là contre eux. Maître Apevon, hein? Je ne sais pas. Maître Apevon, mon grand frère, Maître Apevon, avec tout le respect que je vous dois, tu es un intellectuel. Pourquoi tu viens parler comme ça? Hein? Il faut garder ton calme. Les citoyens togolais t'ont fait quoi? Hein? Est-ce que c'est eux qui sont en train de payer les 113 députés? C'est vrai que c'est avec l'argent, leur argent, qu'on paye les émoluments de ces 113 députés. Mais est-ce que c'est de leur faute d'en parler? Parce que nous demandons aux citoyens togolais d'avoir un droit de regard dans la gestion de la chose publique. Normalement, tu devais être content que c'est les citoyens togolais qui en parlent. Ou bien, Maître Apevon, normalement, tu devais être content qu'il y a une sorte d'éveil des citoyens. Ou bien tu ne veux pas que les citoyens soient éveillés. Hein? Nos amis. Ou bien il ne veut pas que les citoyens togolais soient éveillés. Hein? C'est normal que les gens en parlent. Que ça spécule de gauche à droite. Donc, en tant qu'opposant politique, si vous n'êtes ni de près ni de loin lié à ces paiements, il vous appartient de venir expliquer simplement aux Togolais que vous n'êtes pas lié à ces paiements-là qui sont effectués. Et maintenant, chercher l'information, chercher à savoir à qui on verse ces émoluments-là. Ou bien, et venir expliquer aux Togolais. Je ne comprends pas cette colère-là contre les citoyens, contre nos compatriotes. Pourquoi cette colère-là, Maître Apevon? On dirait que les citoyens, il dit, écoutez, je vais répéter, je vais reprendre ce qu'il a dit. C'est aussi simple que ça. Mais que les gens prennent ce prétexte là pour continuer. Commencer à vous insulter. Et comme vous avez fait ceci, c'est là où j'ai l'impression que le Togo est devenu malade. Nous sommes malades, les citoyens togolais. Je regrette de le dire comme ça, que beaucoup ont des problèmes. D'abord, les qui sont. Vous voyez ce qu'il a dit? C'est pas normal, Maître Apevon. Hein? C'est pas normal. Non. Il fallait simplement venir expliquer aux Togolais. Ils ont raison de spéculer. Parce que c'est ça que nous recherchons, l'éveil des Togolais. L'éveil des Togolais, d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe. Donc, si les Togolais en parlent de gauche à droite, il y a des spéculations, des commentaires qui se font et peut-être qui vous accusent. Mais venez expliquer. C'est aussi simple que ça. Au lieu de dire qu'on a comme l'impression que les Togolais sont malades. Comment ça? Ils sont malades comment? Le fait d'en parler, pourquoi vous les accusez? C'est ce que je dis, on dirait que vous avez une colère contre les Togolais. Ils vous ont fait quoi? Hein? Maître Apevon, qu'est-ce que les Togolais vous ont fait? Je ne comprends pas votre colère contre les Togolais. Non, c'est pas comme ça. Fallait simplement venir expliquer. Maître Apevon, vraiment, sur ce point-là, sur cette partie de Maître Apevon, j'ai été déçu. Hein? Un grand avocat, normalement, il devait être à l'aise en venant expliquer, en faisant la pédagogie, et ensuite à chercher à comprendre à qui va cet argent-là.
les deux députés qui sont en train de... Les deux personnes qu'on est en train de payer là, c'est qui sont ces personnes-là? Normalement, c'est ça le rôle de l'opposition, des opposants. Si des gens perçoivent de l'argent à votre place, on vous a remplacé. Normalement, ça devait vous intéresser, non? Ou bien, ça devait vous intéresser. Qui on a remplacé à votre place? Oui, c'est vrai, vous n'êtes plus, vous ne siégez plus, ça ne vous regarde plus. Mais ce qu'on en fait de l'argent du contribuable togolais doit vous regarder, ça vous regarde. Parce que vous êtes des opposants politiques. Sinon, à quoi ça sert d'être opposant politique? Quel est votre rôle si ça ne vous regarde pas à la gestion des finances publiques d'un pays? Ça sert à quoi d'être opposant? Ça sert à quoi? Là, il faut fermer, dissoudre son parti politique et aller s'occuper de cette affaire. Oui. Hein? Donc maintenant, nous allons aller maintenant, après Maître Apevon, nous allons écouter le fameux opposant. Le fameux opposant, Jean-Pierre Fabre. Le fameux opposant Jean-Pierre Fabre. On va écouter ce qu'il a dit. Vous allez comprendre quel est le niveau de cet opposant-là. Quand j'ai toujours dit que cet opposant-là, il n'a pas le niveau. Jean-Pierre Fabre, là, il n'a pas le niveau. Il faut avoir le courage de le dire. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je le dis en toute humilité. Et c'est ma vérité. Hein. Je ne dis pas qu'elle est universelle. Hein. Ça, c'est le constat que je fais. Que j'ai fait depuis. Parce que c'est déjà, je les suis. Je les suis depuis des années. Quand même, j'étais au CG ou je crois en 6e ou en 4e. Je les suis depuis des années. Je les écoute. Et Jean-Pierre Fabre, c'est l'incarnation de l'incompétence. Quelqu'un qui n'a pas le niveau. Hein? Je les suis depuis des années. Je dis bien depuis quand j'étais au collège que je suivais ces opposants-là. Je les suis, je les écoute. Et Jean-Pierre Fabre, c'est l'expression même de l'incompétence. Et j'ai dit, même si on me donne 1 milliard de suivre ce monsieur-là, je ne vais jamais dire que je vais suivre quoi que ce soit. Il n'a pas le niveau. Et je ne sais pas là où il a travaillé dans sa vie. Quelqu'un connaît là où il a travaillé dans sa vie? Il paraît qu'il a été enseignant à l'université. Il a fait quoi? Il est TD. Je ne sais pas à qui il a fait les TD. On ne sait jamais. Quelqu'un qui a fait les TD, et il paraît que c'est en économie. Mais on ne le voit jamais depuis qu'il est opposant politique. On n'a jamais vu qu'il a fait un article, un petit article. Je dis, hein, un petit article sur la situation économique du Togo. Quand on est intellectuel, et surtout que j'ai appris qu'il a enseigné à l'université, il a fait des TD, des travaux dirigés, mais en économie, mais tu dois nous parler quand même de la situation économique de notre pays de temps en temps. Ou bien, tu dois faire quelques articles, non? Au moins des articles pour sortir, pour publier dans la presse. Articles signés Jean-Pierre Fabre. Ou bien, c'est pas ça un opposant? Hein? Et il y a des Togolais qui suivent ce personnage-là. On va l'écouter. On va l'écouter ici. On va l'écouter. Voilà ce qu'il lui dit. Voilà, hein, on ramasse ce qu'il dit. Écoutez-le. Qui a vérifié que, par exemple, il y a quelqu'un qui dit ça, et on le voit, et suit, c'est vrai. Tu vois, c'est ça le problème, c'est ça, c'est le mot, parce qu'on pas dit ça. Bon. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Pour lui-même, là, est très grave. Pour Jean-Pierre Fabre, là, est encore très grave. Il dit, hein, qu'il y a quelqu'un qui a publié ça, qui a publié l'information là, hein, de ces 13 députés là, 113 députés qui sont en train de payer. Il dit qu'il y a quelqu'un qui a publié ça et on le prend comme ça et on ne commence pas à faire des commentaires, on le croit. Il y a quelqu'un qui a publié ça et on fait des commentaires et on le croit. On n'a même pas vérifié. Mais c'est pourquoi je dis, j'ai tantôt dit qu'il n'a pas le niveau Jean-Pierre Fabre. Ça veut dire que, il n'a pas l'information. Ça veut dire qu'il n'a pas l'information. Soit il a eu l'information, il a entendu ça, il n'est pas allé chercher. Pour savoir si c'est une vraie ou une fausse information. Ça, c'est de 1. De 2, ça montre le niveau qu'il a. On dirait, il a parlé comme on dirait un homme de rue là. Hein? C'est incroyable, hein? Mais monsieur Jean-Pierre Fabre, l'information qui a été publiée là, d'abord, ce n'est pas l'individu, la personne, le citoyen qui a publié ça. C'est des rapports officiels. C'est un rapport officiel. C'est l'État togolais même qui a publié ce rapport-là. Et c'est publié chaque année sur la gestion du budget de l'État. Le rapport d'exécution du budget de l'État. C'est publié chaque année.
On attend le rapport de 2026. C'est publié sur les sites officiels du Togo. C'est l'État même qui publie ça chaque année. Ce n'est pas seulement cette année qu'ils vont publier. Il y a des rapports de 2022, 2023, 2024 que tu peux retrouver. Vous pouvez aller sur le site Togo Réforme. Vous allez retrouver ça. Avant, sur le site du ministère de l'économie et des finances du Togo, ils publient ces rapports-là. Pourquoi ils publient ces rapports-là? C'est les exigences des partenaires financiers du Togo. C'est les partenaires financiers du Togo qui exigent à l'État togolais de publier les rapports d'exécution du budget de l'État. C'est pourquoi ils sont obligés de publier. Et c'est dans ce rapport-là, vous allez voir tous les détails. Avant, je publiais ça depuis 2020, quand j'avais avec le site web de Veille Citoyenne Togo, on publiait tous ces rapports-là. Sur Facebook aussi, on le faisait. Mais on savait, quand on le faisait, les Togolais ne s'y intéressaient pas à l'époque. 2020, on publiait ces rapports d'exécution du budget de l'État. Dans ces rapports, vous allez voir comment sont effectuées les dépenses, ministère par ministère, à la présidence, comment sont effectuées les dépenses de l'État, le Parlement, combien de personnes perçoivent là. Vous allez voir, tout est détaillé. Et c'est ce rapport-là que le compatriote a publié, a relayé. Il a relayé. C'est un rapport qui a été déjà publié. Mais M. Jean-Pierre Fabre, opposant politique au Togo, n'est pas informé qu'un tel rapport existe. Et il dit qu'il est opposant. Et il faut le suivre. Il faut suivre cet individu-là qui n'a pas l'information. Vous pensez qu'on dirige un pays avec quoi? Quand tu es opposant là, si tu n'as pas l'information, tu ne vaux rien. Excusez-moi d'utiliser le terme. L'information, c'est la clé. Même dans tous les domaines. Même sur le fait de rechercher l'emploi, là, il faut avoir l'information. Ou bien, lorsqu'on recherche du travail, là, il faut chercher à avoir l'information. L'information, c'est la clé. Tu n'as pas l'information, tu n'es rien. Et tu ne pourras pas avancer. Tu ne maîtriseras rien. Ce n'est pour rien. Les États ont des services de renseignement. Ce n'est pour rien, les États là, ont des services de renseignement. Quel est le rôle des services de renseignement? C'est de collecter les informations. On collecte les informations pour faire quoi? On collecte les informations pour pouvoir savoir comment décider, comment diriger. Et à qui on remet l'information? Au premier responsable du pays. Et dans les États là, dans tous les États là, quand le premier responsable du pays se lève le matin, écoutez bien ce que je vous dis, hein, dans tous les pays du monde là, quand le premier responsable du pays se lève le matin, la première personne qu'il reçoit pour discuter là, c'est le responsable du service de renseignement. Pour lui donner l'information, on lui fait le briefing de ce qui se passe. Sinon, s'il n'a pas cette information, comment il va diriger? Donc, un opposant, normalement, c'est pourquoi je dis, tu dois avoir une équipe de 2 ou 3 personnes autour de toi. Pour te faire le briefing, te donner l'information à tout moment. C'est ça. Donc, Jean-Pierre Fabre, il n'a pas l'information. Et il se prononce en disant que quelqu'un a publié ça, quelqu'un a publié ça. Qui quelqu'un a publié ça? Alors que c'est un rapport, c'est des informations qui existent dans le rapport d'exécution du budget de l'État, exercice 2024. Il n'a pas cette information. Il ne sait pas que le rapport-là existe. Jean-Pierre Fabre ne sait pas que ce rapport-là existe. Ou bien il en sait et il fait semblant. Ça aussi, c'est une hypothèse. Hein? C'est une probabilité. Hein? Tu vois? Voilà le niveau. Voilà le niveau de ceux qui incarnent l'opposition politique au Togo. Et c'est ceux-là qui aspirent demain vouloir diriger. Et vous pensez que ceux-là peuvent faire quoi? Parce que mais on ne va pas vouloir l'alternance pour l'alternance. Hein? Non, moi je ne suis pas dans je ne m'inscris pas dans ça. Non. On ne va pas se battre pour avoir le changement. Et demain, quand on aura le changement, ceux qui seront là, ils vont répéter les mêmes choses. Et on va reprendre le travail à zéro. Non. Non. C'est pourquoi il faut commencer dès maintenant à les suivre de près, à les dénoncer quand il faut. En les dénonçant, en les suivant de près, c'est pour qu'ils se corrigent. Pour que demain, ils ne viennent pas, quand ils vont venir là, ils vont faire les mêmes erreurs. Ils vont procéder de la même manière que ceux qui étaient là. Et vous allez encore voir que ça sera un cycle interminable. Ça s'appelle le mythe de Sisyphe. C'est quand tu montes une boule, au lieu que la boule là monte, elle revient. C'est ça.
Et ça sera un cycle infernal, on ne finira pas. Ça sera toujours la même chose. C'est pourquoi il faut les dénoncer dès maintenant. Même si on veut le changement dans notre pays. Il faut qu'ils aient le niveau. Donc voilà un peu ce que pour Jean-Pierre Fabre est encore grave. C'est grave. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Je vais voir s'il y a quelques questions pour que je puisse répondre. Question sur quel élément de base pour affirmer qu'il ignore l'existence du document. Voilà. Sur quel élément? Mais vous avez écouté ce qu'il a dit? Il dit que quelqu'un a publié ça comme ça. C'est ce que Jean-Pierre Fabre a dit. Hein? Il dit que quelqu'un a publié ça comme ça et on le croit. C'est la preuve qu'il n'est pas informé. Qu'il ignore l'existence du document. Sinon, s'il connaissait l'existence du document, il n'aurait pas tenu ce genre de propos. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, il peut savoir que le document existe, mais faire semblant. J'aurais appris que c'est un spécialiste de l'hypocrisie. Il peut faire semblant. Mais de mon analyse, la façon dont je l'ai écouté parler, ses faits et gestes, j'ai senti qu'il ne connaissait pas l'existence du document. Oui. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je peux répondre à ta question. Oui. Juste des hypothèses fallacieuses. Ok. Oui, les questions, si vous avez des questions sur ce sujet-là, si vous n'arrivez pas, je passe. Je vais parler de la gouvernance d'Engasingbe. Oui, c'est triste pour la classe politique. Je ne sais pas pourquoi au Togo, on a beaucoup d'intellectuels. C'est ce que je dis, le Togo est tellement passif. Et puis, vu la situation politique de notre pays, la façon dont les gens sont terrorisés par le système, il y a beaucoup qui ne veulent pas s'engager. Beaucoup préfèrent rester dans leur coin, voilà, vivre leur vie. Il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de Togolais qui sont bons. Il y en a plein. À l'extérieur, surtout à l'extérieur, qui sont dans des organisations, qui sont bons, qui sont brillants, mais qui préfèrent se taire. Voilà. Nous qui parlons comme ça, bon, c'est un peu le courage qu'on a. Mais on ne veut pas aussi on ne veut pas aussi s'impliquer tellement. Parce qu'on connaît le Togolais. Demain, on va te lâcher. On te lâche comme ça. Donc, on marche sur les œufs. On marche sur les œufs. On ne va pas prendre les risques pour rien. Si un peuple n'est pas encore réveillé, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de prendre des risques. Voilà. On dit, dans un adage de chez nous dit, lorsque tu vas chercher du bois dans la forêt, là, quand tu transportes le bois, là, lorsque tu es fatigué de transporter le bois, les fardeaux de bois, là, c'est pas quelqu'un qui va te dire de renverser le bois. C'est toi-même qui vas renverser. On ne va pas venir te dire renverse le bois. Parce que si toi-même tu te sens fatigué, tu vas renverser le bois. Donc, si le Togolais, à un moment donné, se sent vraiment... Le Togolais est fatigué, les Togolais sont fatigués. Eux-mêmes vont prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas que vous allez crier à des manifestations. Non. Ça ne va pas se passer comme ça. Regardez dans les autres pays, comment ça s'est passé. À Madagascar, au Népal, et tout. Il n'y a pas eu... C'est spontané. Voilà, quand vous en avez marre, tout le monde en a marre, c'est spontané. On ne va pas vous dire de sortir, hein. C'est vous-même. Donc, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Nous, on fait seulement des commentaires. Voilà, on parle seulement, bon, pour éveiller, si c'est possible. C'est aussi notre passion d'en parler. Ok. Bon, je voulais parler un peu de la gouvernance d'Engasingbe, qui sont là depuis 1967. 1967 à 2026, ça fait combien? Ils font plus de 40 ans, non? Je crois que c'est le seul régime au monde, hein? Les mêmes personnes, la même famille au pouvoir, depuis des années, des siècles, ça fait des générations, ça. La génération de nos parents, aujourd'hui, nous, demain, c'est nos enfants. Ça fait 59 ans. 59 ans que le régime, là, bon, nos frères, hein, nous dirigent. 59 ans. 59 ans, ça fait combien de générations? Une génération, ça fait 25 ans, non? Donc, ça fait plus de 2 générations. La génération de nos parents, notre génération, et la génération de nos enfants qui sont en train de naître. Les enfants qui ont 9-10 ans. 9-10 ans, 5-9-10 ans. Donc, on est dans la 3e génération. Voilà. 3e génération. Vous vous imaginez? Ça ne s'est nulle part passé. Ça ne s'est passé nulle part ailleurs, hein? Si c'est pas au Togo. Donc, et la dernière fois, j'étais en train de dire que l'erreur d'Engasingbe, c'est de penser que
c'est d'asseoir leur politique. D'asseoir leur politique sur la conservation du pouvoir au lieu de construire le pays. Et l'analyse que je faisais, c'est de dire que, l'analyse que je faisais, c'est de dire que conserver le pouvoir, la stratégie qu'il fallait avoir, c'était de construire le pays pour conserver le pouvoir. Construire le pays pour conserver le pouvoir. C'est ça qu'il fallait avoir comme stratégie. Mais eux, ils ont préféré conserver le pouvoir sans construire le pays. Vous voyez? Conserver le pouvoir sans construire le pays. Ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui a été véritablement réalisé. Et les Togolais se retrouvent dans une situation de paupérisation avancée. Un petit pays comme le Togo, normalement, ça devait être l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai donné l'exemple des pays arabes. Quand vous allez dans les pays arabes, ce ne sont pas des pays démocratiques. Parce que quoi qu'on dise, ceux qui dirigent le pays vous diront qu'ils font de la démocratie. Donc chacun a sa façon de voir la démocratie. Hein. Mais bon, moi en tant qu'analyste, je sais que ce n'est pas la démocratie qu'ils sont en train de mettre, qu'ils sont en train de faire. Ils ne pratiquent pas la démocratie. Ça, on le sait. Mais eux, ils vous diront qu'ils font la démocratie. Maintenant, je dis, quand nous prenons les pays arabes, il n'y a pas la démocratie. Hein. C'est des pays, souvent c'est des royaumes, c'est des monarchies, voilà, c'est des monarchies constitutionnelles, comme au Maroc, en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, c'est carrément un royaume. En Jordanie, c'est un royaume. Au Qatar, c'est un royaume. Et l'Égypte, c'est pas un royaume, c'est un pays, c'est un régime présidentiel, mais il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition en Égypte. C'est comme une opposition de façade. C'est comme ce qui s'est passé au Bénin. Voilà, ils sont organisés comme ça en Égypte. L'Égypte que je connais très bien. Donc, dans ces pays arabes-là, ils se sont attelés à construire le pays. Quand bien même que c'est des monarchies, ils auraient pu ne pas construire le pays. Parce qu'ils savent que lorsque le roi décède, c'est un membre de sa famille qui va prendre les rênes. Donc, ils pouvaient ne pas construire le pays. Mais dans ces pays, pour conserver la famille, pour conserver, disons, la dynamique monarchique, ils ont compris qu'il faut construire leur pays. Donc, dans ces pays, les besoins élémentaires de base, comme l'eau, l'électricité, les infrastructures, les routes, les écoles, on n'en parle plus. Les besoins élémentaires de base dans ces pays-là, ils ont dépassé ce niveau-là. Ceux qui ont fait le Maroc peuvent en parler. Moi, je connais bien l'Égypte, que j'ai fait. Et là-bas, on n'en parle pas. Ces questions de santé, d'eau, d'électricité, de routes, d'infrastructures routières, on n'en parle plus. Eux, ils ont dépassé ce niveau-là. Vous comprenez? Ils ont dépassé ça. Ils ne sont plus à cette étape. Pourtant, ce n'est pas des pays démocratiques, c'est des royaumes, c'est des monarchies constitutionnelles. Mais ils ont dans la tête que pour conserver la monarchie, il faut construire, il faut donner aux populations les besoins essentiels de base. Mais contrairement au Togo, ils ont pensé que c'est en maintenant les populations dans la misère qu'ils pourront conserver le pouvoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dépassés. Même si parfois ils ont une volonté de pouvoir faire les choses bien, les gens ne perçoivent plus, ne les perçoivent plus de cette façon. Puisque le pays est pourri dans tous les sens. Le pays est pourri dans tous les sens. Ils ne savent plus par où il faut commencer. Oui, ils ne savent plus par où il faut commencer. Il y a des choses que je ne veux pas avancer parce que, comme je l'ai dit, on marche sur les œufs. On marche sur les œufs. Il y a des choses que je ne veux pas avancer. Je ne veux pas dire ici. Il y a des choses, hein. Donc, c'est vraiment triste ce qui se passe dans notre pays. C'est pourquoi je dis, je n'ai pas cette fierté. Quand j'entends certains dire qu'ils sont Togolais, je n'ai pas cette fierté d'être Togolais. J'ai perdu cette fierté-là. J'ai perdu ça. Il faut que je l'avoue. J'ai perdu. Mais quand je vois des choses qui se passent dans mon pays, ça me fait mal. Ça me fait très mal par rapport à ce que je vois ailleurs. Ça me fait mal. Et parfois, c'est pourquoi je suis parfois obligé de parler.
et de me prononcer. Voilà, parce que même si on n'a plus cette fierté, on a cet attachement-là, parce que c'est le pays qui nous a vu naître, c'est le pays qui nous a vu grandir. Hein? C'est là-bas on a reçu l'éducation publique, l'école publique. Hein? Nous sommes les enfants de l'école publique, nous on n'a pas connu l'école privée. Et toutes ces valeurs-là, on a cet attachement, même si on n'a pas cette fierté. Bientôt, on parle d'indépendance du Togo. Bon, moi, ça me fait rigoler. Quelle indépendance? Quelle indépendance? 67 ans, 59 ans pour une seule famille. Et les Togolais seront contents de dire qu'ils fêtent leur indépendance avec la misère, la pauvreté crasse là. Vous n'avez pas vu des Chinois même qui nous donnent du riz? Ça, c'est un autre débat. Les Chinois qui donnent du riz aux Togolais. Hein? L'eau potable, on n'est pas capable de donner l'eau potable à nos populations. En fait, c'est qu'en 9 ans de gouvernance, on n'est pas capable de donner l'eau potable, l'eau simple là. Au 21e siècle, l'eau potable, on n'est pas capable d'apporter l'eau potable à nos populations. Et on dit on gouverne quoi? On gouverne quoi si on n'est pas capable d'apporter l'eau potable? Et c'est l'Agence française de développement, les partenaires des financiers étrangers qui vous soutiennent, qui vous donnent de l'argent pour apporter de l'eau potable à vos populations. Et vous dites que vous gouvernez. Vous gouvernez quoi maintenant? Vous gouvernez quoi? Hein? Et ils vont être contents. Hein? 27 avril, ils vont danser, chanter, tourner les reins, bouger, boire. Ils sont contents d'être indépendants. Oh, l'Africain, c'est la malédiction, bien c'est quoi, ma? C'est quelle indépendance vous avez? Soyez sérieux. Quelle indépendance? Quelle indépendance? Économiquement, ça n'existe pas. La plupart des entreprises qui sont au Togo, elles sont étrangères. Hein? Lorsqu'on fait le budget de l'État, 30% du budget vient des partenaires. C'est l'argent des partenaires étrangers, partenaires financiers, qui apportent de l'argent au budget de l'État. Hein? L'eau potable, vous n'arrivez pas à donner l'eau potable à vos populations. Même les latrines publiques, c'est l'Agence française de développement qui finance les latrines publiques. Les latrines publiques, là où il faut aller faire caca, là, c'est des dons. Et vous êtes content, vous dites que vous fêtez l'indépendance du Togo. Vous les voyez danser. C'est incroyable, quoi. Quelle est cette malédiction qui nous suit, moi? Quelle est cette malédiction? Est-ce qu'on peut être content? Lorsqu'on s'assoit, on fait le bilan, là, de 67 ans, après nos indépendances, là. Est-ce qu'on est content? Lorsqu'on voit les populations, les Togolais dans la misère, on est content. Il n'y a pas de route digne de ce nom, il n'y a pas d'hôpital digne de ce nom, il n'y a pas d'école digne de ce nom. On est content de dire qu'on fait notre indépendance togolais. Et je parle généralement, je le dis souvent à mes amis africains aussi, des autres pays. Ça doit être des journées de réflexion. On doit s'asseoir pour réfléchir, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir nos pays de cette situation-là. Et non de faire des parades de défilés, vous les voyez, ils vont gaspiller de l'argent pour dire qu'ils fêtent, boire de la champagne, ils vont. Mais c'est incroyable, hein? Alors que les gens, au même moment que vous faites ça, les gens n'ont pas d'eau potable, les gens n'ont pas d'électricité. Et vous êtes contents. Vous dites que vous fêtez l'indépendance. C'est de l'inconscience. Ça devait être une journée de réflexion. On s'assoit, toutes les composantes de la société, on les fait asseoir, on réfléchit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir nos pays de cette situation de misère crasse? Les autres, est-ce qu'ils font? Ils ont 10 têtes. Quand vous voyez les pays développés là, dans lesquels vous courez pour aller là, ils ont 10 têtes là-bas. Ils ont 10 têtes. Hein? Pourquoi nous, on n'est pas capables? Hein? On est ici, je suis ici dans une organisation internationale avec des Blancs. Ils sont de partout, du Canada, des États-Unis, des pays asiatiques, de la Chine, du Japon. Ils sont pas plus mieux que nous. Hein? Et quand ils sont dans ce pays-là, ils voient ces gens de misère, de situation crasse là. Quel respect on peut avoir vis-à-vis du noir? Quand c'est la Chine qui vous donne du riz, et ils sont contents, ils viennent montrer ça à la TVT. Oui, grâce à notre relation avec la Chine, on a reçu un don de tel tonne de riz. Voilà, c'est l'amitié. Mais c'est incroyable. C'est la malédiction. Quand je le dis, c'est la malédiction. C'est la malédiction.
Vous êtes indépendant, mais on vous donne du riz. On vous fait du don de riz. Et vous êtes content de venir montrer ça publiquement. Mais ce n'est pas eux qui montrent ça publiquement. Hein. C'est l'exigence même de ceux qui leur fait ces dons-là. Ceux qui leur font ces dons-là, c'est eux qui exigent qu'ils fassent ça publiquement pour les humilier encore de plus. Et ils sont contents, ils acceptent les conditions. Quand vous allez dans ces pays développés où c'est propre, c'est quoi? Ils ont plus de 10 têtes. Comment ils font? Et nous, on n'est pas capable de faire ça. Si tu n'es pas capable de te nourrir là, après plus de 66 ans d'indépendance, tu as eu ton indépendance en 1960. En 2026, tu n'es pas capable de te nourrir. Et c'est la Chine qui te donne du riz. Et tu dis que tu es indépendant. Et tu as fêté ton indépendance le 27 avril. Et tu es content. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous? Moi, je suis chef d'État. C'est incroyable, ça ne va pas se passer comme ça. Ça sera des journées de réflexion. On va s'asseoir pour réfléchir. Tant que nos populations n'auront pas l'eau potable, n'auront pas l'électricité, ne mangeront pas à leur faim, on ne va jamais dire qu'on fait une indépendance dans notre pays. C'est ça qui doit guider nos dirigeants. Tant qu'il n'y a pas l'électricité, 24 heures sur 24, toutes les populations du fond en comble, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, n'ont pas accès à l'eau potable, n'ont pas accès à l'école, je dis bien à l'école publique, n'ont pas accès à un système sanitaire digne de ce nom, ne mangent pas à leur faim. On ne va pas venir s'asseoir, dire qu'on fait une indépendance. Ça, je dis, si c'est moi le premier responsable d'un pays, ça ne va pas se passer. Tant que toutes ces conditions-là ne sont pas réunies, on va toujours s'asseoir, ça sera des journées de réflexion et non des journées de fête. C'est une honte si vous ne le savez pas. Et dans ces conditions, aucun respect. Les Blancs n'auront aucun respect vis-à-vis de l'homme noir si vous continuez comme ça. Aucun respect. Donc, il faut qu'on se réveille. Et ceux qui ont contribué à aussi abrutir les populations, c'est les églises. Et je le dis. Parce que maintenir les populations dans la misère, ça contribue à leur business. Maintenir les populations dans la misère, ça contribue au business des églises. Parce que vous savez, combien de personnes riches vont à l'église? Ils n'ont pas le temps. Ils sont dans leur business. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire. S'il y a quelques questions, je prends les questions et puis on va clore ce live-là. Pensez-vous que les meetings des opposants peuvent aboutir à un résultat? Ça ne va pas aboutir. Ça, je suis catégorique. Ça ne va pas aboutir. Quel opposant? C'est là. Ce que vous avez écouté là. Non. Ça ne donnera rien. Les Togolais n'ont plus confiance en la classe politique de l'opposition. Ça, eux-mêmes, ils doivent savoir ça, non? Je pense que c'est cette colère-là que Maître Apévon exprimait là. Je pense que c'est cette colère-là. Ça ne va pas aboutir. Le cas togolais est très compliqué. C'est très complexe. Et c'est pourquoi je dis, il ne faut pas attendre un leader. Il ne faut pas attendre quelqu'un. Il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. C'est tout. Voilà la réponse que je peux donner. Ça va prendre du temps. D'ici 100 ans, je pense que ça va changer. Oui, d'ici 100 ans peut-être. Après nous. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le travail, lorsque vous vous engagez dans quelque chose, et c'est ce que les opposants politiques ont fait au Togo, lorsque vous vous engagez pour le bien-être des gens, il ne faut pas espérer ou se mettre dans la tête que vous deviez en profiter d'abord. Non. Les gens peuvent en profiter après vous. D'autres personnes peuvent venir en profiter par rapport au travail que vous avez abattu après vous. Il ne faut pas dire que moi je dois en profiter d'abord par rapport au travail que j'ai eu à battre. Donc si on s'engage aujourd'hui par rapport à ce que nous exigeons comme changement dans nos pays et que c'est dans 100 ans on a les résultats, on sera content. Dans l'au-delà, oui, même si on n'a pas pu en bénéficier. Donc voilà un peu, dans 100 ans, oui, peut-être. Mais pas si tôt là, je ne pense pas. Ah oui, la religion, ça a tellement abruti les gens. Hein.
Ça abrutit les gens, ils ne comprennent rien. Laisse-les. Ils n'ont qu'à rester dans leur connerie là. Est-ce que ce régime cinquantenaire finira un jour avec ce qu'on voit? Non, ça finira, mais ça ne va pas rester comme ça. Même des royaumes sont tombés. C'est le temps, c'est une question de temps, on observe. Ça finira. On ne sait pas quand, mais un jour ça va finir. Ça va finir. Ça finira. On ne sait pas quand. On est là seulement, on observe. C'est ça qui est encore terrible. Parce que vous ne savez pas quand est-ce ça va finir. Vous êtes dans une impasse totale. C'est ça qui est terrible. On ne voit pas l'horizon. C'est terrible hein, pour un peuple comme le Togo. C'est terrible ce qui se passe. Et nous sommes les seuls à vivre ça en Afrique, je peux dire. Peut-être avec le Cameroun. Oui, avec le Cameroun. Oui. Mais pour le Togo, c'est terrible. En Afrique de l'Ouest, si on prend l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le seul pays à vivre ça. On ne voit pas l'horizon, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. On est là comme ça. Mais c'est terrible hein, pour un peuple. Tu as aussi remarqué que les agents de péage hésitent à nous donner des tickets après le paiement. Bon. Mais il faut réclamer les reçus, non? Il faut réclamer. Vous payez, vous réclamez qu'on vous donne le ticket. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ils hésitent? Mais si vous payez, mais réclamez le ticket. Oui, c'est ça aussi le travail. C'est pourquoi je dis, il faut que chaque Togolais prenne ses responsabilités. C'est pas quelqu'un qui va venir dénoncer ça. Non. En tant que citoyen, tu passes à un péage, tu payes. Aïe. Mais demande qu'on te remet le reçu, non? Si l'agent refuse, mais tu te plains. Tu te plains, tu exiges le reçu. C'est ton droit d'avoir le reçu. Ou bien, c'est simple. Il y a des choses, vraiment, on n'a pas besoin d'en parler, quoi. C'est vous-même, vous devez savoir ça. Hein? Ça, c'est des trucs basiques. Mais mon frère Zaga Bambo, merci, hein. Tu me suis, merci. C'est un plaisir. Je vous suis souvent, je vous suis très souvent. Merci pour le travail que vous faites. Si tous les artistes, la plupart des artistes pouvaient faire ce que vous faites là, vraiment, vous êtes un homme, quand je vous suis, je vous écoute, je sens que vous maîtrisez parfaitement la situation socio-politique de notre pays. Vous maîtrisez ça parfaitement, même plus que ceux qui se disent qu'ils sont intellectuels. Vous comprenez comment fonctionne le système. Et je pense qu'il faut continuer à sensibiliser, à expliquer les Togolais comment ça fonctionne. Vous avez cette simplicité-là de pouvoir expliquer les Togolais comment fonctionne le système-là qui est au Togo. Vous connaissez parfaitement la situation sociopolitique de notre pays. Voilà, vous avez cette culture-là et il faut le saluer. Il faut le saluer. Plus que ceux qui se disent qu'ils sont intellectuels, hein. Il faut le dire. Donc, vraiment, félicitations pour le travail que vous faites. Félicitations. Ça éveille les Togolais. Oui, j'étais en train de dire qu'au fait, c'est une démarche collective. Une seule personne ne peut rien faire. Une seule personne ne peut pas changer ce qui se passe au Togo. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Voilà, c'est une démarche collective. C'est une démarche collective. C'est ce que je dis. Toutes les couches sociopolitiques, toutes les couches sociales du Togo en souffrent. Toutes les couches sociales. Il n'y a pas un secteur qui marche. Toutes les ethnies subissent la mauvaise gouvernance dans notre pays. Toutes les ethnies, toutes les contrées, toutes les communautés au Togo subissent la mauvaise gouvernance. On est tous d'accord que ça ne va pas. Ça ne va que pour une minorité. C'est comme la loi de Pareto. On dit la loi de Pareto, 20% profitent. 20% profitent au détriment de 80%. Ça, c'est la loi de Pareto. Donc, 20% des personnes, je peux dire même 10 à 20%, elles constituent cette minorité-là qui profite du pays. Donc, 80% sont dans la misère et la pauvreté. C'est pourquoi vous allez constater qu'il n'y a rien qui marche. Même ceux qui ont leurs petites entreprises, leurs boutiques, ils n'arrivent pas à vendre. Pourquoi ils n'arrivent pas à vendre? Parce que, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Normalement, la classe, en termes de hiérarchisation économique dans un pays, la classe qui devait avoir le pouvoir d'achat, ça devait être la classe moyenne. Cette classe moyenne-là,
c'est elle qui constitue les 80% de la population. C'est elle qui devait être capable de consommer, d'avoir le pouvoir d'achat pour pouvoir consommer. Là, elle est 80%. Vous comprenez? Mais malheureusement, cette classe-là, moyenne-là, elle n'a pas le pouvoir d'achat. C'est pourquoi vous constatez que la croissance économique dont on nous chante là, normalement la croissance économique, c'est elle qui crée la richesse dans un pays. Lorsqu'on parle de création de richesse, ça veut dire que la richesse a augmenté. Ça veut dire que les revenus aussi ont augmenté. Donc, lorsque les revenus augmentent, ça doit profiter à la classe moyenne. Une classe moyenne doit émerger. Donc, cette classe moyenne-là doit avoir le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la capacité, c'est ta capacité à pouvoir consommer un bien ou un service. Ta capacité financière. L'argent, de façon terre à terre. Le revenu que tu as là. Ta capacité à pouvoir t'acheter les biens et services. C'est ça le pouvoir d'achat. Mais malheureusement au Togo, 80% de la population n'a pas le pouvoir d'achat. Ceux qui ont le pouvoir d'achat, c'est la minorité là, qui est là, qui constitue les 20%. Donc c'est pourquoi vous allez voir que les commerçants, ceux qui ont les entreprises, ça ne marche pas, il n'y a pas d'achat. Les gens n'achètent pas, elles ne vendent pas bien. Nos femmes, nos marchés, elles ne vendent pas bien. Ceux qui ont les boutiques et tout ça là, les restaurants, tout ça là, il n'y a pas la consommation. Les gens ne consomment pas parce qu'il n'y a pas le pouvoir d'achat. Ils vont consommer avec quoi? Les gens n'ont pas les moyens. Donc en temps normal, lorsqu'on crée une richesse dans un pays, lorsqu'on parle de taux de croissance économique dans un pays, ça doit profiter à la classe moyenne. On doit avoir une classe moyenne émerger. Mais il n'y a pas de classe moyenne au Togo. Maintenant, le problème c'est que la minorité là qui est là, les 20% là, écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Les 20% là, qui constituent la minorité là, elle ne consomme pas, elle ne va pas dans les boutiques, elle ne va pas dans les marchés pour faire des achats. Non. Vous savez, là où ils font les achats, c'est dans les supermarchés, comme Champion, comme, je ne sais pas, les grands supermarchés au Togo là. C'est là-bas les 20% là, qui ont l'argent du pays là. C'est là-bas ils vont consommer. Ils ne vont pas dans nos marchés chez nos mamans pour acheter de la tomate, ou bien je ne sais pas quoi, ou du akbala. Non. En temps normal, la classe moyenne qui constitue les 80%, c'est elle qui va là-bas, qui va dans les marchés pour consommer. Et ça booste l'économie du pays. Ça fait que l'argent tourne. Mais quand vous allez dans les supermarchés, ces 20% là qui vont dans les supermarchés pour acheter là, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat très élevé. Parce que c'est la classe bourgeoise, la classe moyenne, et disons la classe bourgeoise, la minorité pieuse là, c'est elle qui constitue les 20%. Elle va dans les supermarchés pour acheter. Ces supermarchés là appartiennent à qui? À des étrangers. Donc l'argent ne circule pas dans le pays. Ces étrangers, quand ils prennent, ils font des recettes. Ils ne gardent pas leur argent dans nos banques. Non, ils envoient ça à l'extérieur. Donc il y a ce fait là aussi. Et ces 20% là aussi, ils vont, c'est à l'extérieur qu'ils achètent leurs biens et services. Certains même, j'ai appris, même certains même pour laver leurs habits, ils envoient ça à l'extérieur. Donc vous voyez pourquoi c'est compliqué dans ces conditions aussi de mener correctement leurs activités, parce que la classe moyenne qui devait exister, les 80%, n'ont pas le pouvoir d'achat. Donc c'est ce qui explique que les gens sont obligés, voilà, vous entendez les gens se plaindre que ça ne va pas, ça ne va pas, ils ne vendent pas. C'est justement parce que la classe moyenne n'a pas le pouvoir d'achat nécessaire pour aller faire les achats. C'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'ils parlent d'augmentation de taux de croissance économique au Togo, ça ne profite pas, ça ne profite qu'à la minorité. Les 20% dont je parle. Cette augmentation de la croissance ne profite que à la minorité. Elle ne profite pas à la classe moyenne. Donc vous voyez, voilà un peu l'explication que je peux donner par rapport à ça. Voilà. C'est un peu ça la situation économique du pays. Voilà. Et il faut rappeler que la plupart des entreprises qui sont au Togo, c'est des entreprises étrangères. Il n'y a pas je peux dire assez de Togolais qui vraiment émergent en termes d'entrepreneuriat. Il n'y en a pas assez. S'il y en a, c'est ceux qui sont de la minorité.
Voilà. Mais il y a un jeune là que je suis, je ne sais pas si... Il y a un jeune là, Sokojus, que je connais, qu'une fois j'ai rencontré en Égypte. Sokojus, je pense qu'il fait un bon travail. Hein. Je vois qu'il... voilà, je ne sais pas quels sont ses liens avec ceux qui dirigent. Je ne sais pas qui est derrière lui. Si c'est lui seul qui se bat comme ça, c'est bien. Il faut le féliciter. Voilà, je voulais aborder aussi le sujet du Bénin. Que j'ai eu à faire une petite vidéo par rapport au Bénin. Et c'est parti dans tous les sens. Non, mais écoutez, le Bénin, bon, le Bénin, sincèrement, j'ai appris, c'est un pays que je ne connais pas, je n'ai jamais visité le Bénin, il faut le dire. Mais je connais bien le Ghana, que j'ai plusieurs fois visité. Mais le Bénin, je n'ai jamais mis pied. Mais j'entends que Patrice Talon a véritablement développé le pays. Bon, et beaucoup de Togolais aujourd'hui prennent en exemple le Bénin. Moi, je dis souvent, hein, s'il faut prendre un exemple, un pays côtier, et bon, un pays frontalier dans notre sous-région, c'est le Ghana. C'est le Ghana. Pas le Bénin, là. Vous avez vu les élections. On ne peut pas organiser des élections et exclure les candidats potentiels qui vont vous battre, renvoyer, mettre certains en prison, envoyer certains en exil et créer une sorte de marionnette. Hein, créer une sorte de marionnette pour se présenter à l'élection et aller gagner à 94,5% et vous dites que vous êtes un pays démocratique. C'est ça un pays démocratique? Non, soyez sérieux. Patrice Talon, politiquement, a ramené le Bénin en arrière. Il faut avoir le courage de le dire. Patrice Talon a ramené le Bénin en arrière, politiquement. J'aurais appris qu'il a construit. Il a construit les infrastructures dans le pays. Il a fait ceci, ceci. Bon, c'est ce qu'on peut l'accorder comme crédit. Ça, on ne peut pas l'enlever. Il faut le reconnaître. Mais politiquement, il a ramené le Bénin en arrière. C'est pas le Bénin là qu'on connaît. Politiquement. Hein? Lui-même là, c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Si on devait exclure les gens à la compétition, c'est ce que Macky Sall a tenté de faire au Sénégal. Mais il s'est heurté à la vigilance du peuple sénégalais qui a refusé ça. Et c'est ce que Patrice Talon a appliqué aujourd'hui au Bénin avec son pion Wadani. Et mon analyse que je fais, c'est que Wadani va continuer dans la même dynamique. Oui, il fait discours là, c'est des discours politiques hein, qui vont corriger un certain nombre d'imperfections. Non. Ils vont rien corriger. Ils vont continuer dans la même dynamique. Parce que s'ils ne continuent pas dans la même dynamique, ça peut se passer comme ça s'est passé au Niger avec Bazoum. Vous avez vu au Niger, non? C'était comme ça s'est passé. Mamadi Issifou a placé son pion. Il a éliminé tous les opposants politiques en envoyant certains en prison, en envoyant certains en exil. Et il a placé son pion Bazoum, qui a gagné les élections au Niger hein, à l'époque, aussi à des scores à la soviétique. Ou bien, on était ici, non? On a tout suivi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? On voit ce qui s'est passé après au Niger. Donc, ce qui s'est passé au Bénin, c'est le même schéma. Patrice Talon a renvoyé tous les opposants politiques du Bénin. Il a mis certains en prison, il a envoyé certains en exil. Le parti emblématique, les démocrates, n'ont pas pu présenter un candidat face au candidat de Talon. Talon a manigancé. C'est lui qui était l'arbitre de jeu. C'est lui qui était l'arbitre de touche. C'est lui qui était la VAR. Il était tout. Il a fabriqué une marionnette pour donner une certaine crédibilité à l'élection. Et on nous sort un score à la soviétique de 94%. Et on nous dit c'est une démocratie. C'est ça la démocratie? Si c'est ça la démocratie, on n'en veut pas. Si c'est ça la démocratie, on n'en veut pas. Je vois certains Togolais là critiquer les pays, certains pays de l'AES là. Vous voulez qu'ils fassent comme mais si vous critiquez les pays, donc ils peuvent faire ce que le Bénin a fait là. Hein. Ibrahim Traoré peut faire ce que le Bénin a fait là. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée, non? Et lui là, il s'est légitimé en se donnant
en se donnant, en organisant des élections. Bon, puisque c'est eux qui maîtrisent, c'est eux qui maîtrisent, mais tu maîtrises le jeu. C'est toi qui es l'arbitre, tu es tout. Tu ne vas pas aller perdre quand même. Si c'est cette hypocrisie-là dans laquelle vous voulez qu'on s'inscrive en Afrique, on va continuer, on va s'inscrire dans ça. Oui. Sinon, les présidents Ibrahim Traoré du Mali, du Niger, ils peuvent organiser les élections et les gagner. Oui. S'ils veulent le faire, ils veulent être dans cette hypocrisie-là que le Bénin vient de nous montrer là. Ils vont faire ce que le Bénin fait. Et ça va passer comme crème. On va dire, ok, ils sont légaux, ils font leur démocratie. Donc, faut qu'on sorte de cette hypocrisie-là. De cette hypocrisie politique-là. Non. Si tu as vraiment réalisé, tu as vraiment travaillé pour le développement de ton pays, tu as fait des réalisations, tu as construit le pays, comme on nous chante de Patrice Talon là. Mais il a peur, pourquoi il a peur de ses opposants? Aller à la compétition et les Béninois vont décider. Ils vont réélire ton candidat, non? Ou bien, c'est pas aussi simple que ça? Si tu as véritablement construit le Bénin, les Béninois vont te voter. Pourquoi tu es obligé d'exclure les opposants potentiels? Pourquoi tu es obligé d'exclure ceux qui vont potentiellement te battre? Parce que tu as peur, tu sais que tu l'as. Mais si tu sais que tu as des résultats, pourquoi tu vas exclure les gens? Laisse-les compétir et les Béninois vont décider. Ou bien c'est pas simple? C'est pas aussi simple que ça? Il y a quoi de compliqué dedans? Hein? On parle et puis on voit des Béninois, certains Togolais s'agiter là. Ils s'excitent, quand on parle de démocratie comme ça là, ils commencent par s'exciter comme on ne sait pas, comme je sais pas quoi là. Hein? C'est le Bénin là, vous voulez nous prendre un exemple? Faut nous parler au moins du Ghana. Le Ghana, on peut le citer en exemple. Hein? Pas le Bénin. Dans les Béninois, ils n'ont jamais aimé les Togolais. Si je veux vous dire ça aujourd'hui. Les Béninois, ils n'ont jamais aimé les Togolais. Moi, je connais les Béninois. Je préfère les Ghanéens 1000 fois. Parfois, même quand vous rencontrez les Béninois, ils font comme s'ils ne vous connaissent pas. Mais les Ghanéens, quand vous les rencontrez quelque part, quand vous dites que vous êtes Togolais, vous sentez une certaine chaleur. Mais les Béninois, c'est nous les Togolais qui leur faisons des faveurs. Hein. Dans l'administration togolaise, là, il y a plein de Béninois. Mais vous allez au Bénin, là, il y a combien de Togolais dans l'administration béninoise là-bas? Au Bénin, là, il y a combien de Togolais qui travaillent dans l'administration publique du Bénin? Il y a eu des Béninois ministres au Togo. Il y a eu combien de Togolais ministres au Bénin? Ces Togolais de la frontière avec le Bénin, là, qui partagent les mêmes valeurs culturelles. Là. Surtout, je prends nos frères d'Aného, là. Pourquoi certains n'ont pas eu des postes de responsabilité au Bénin? Dans la haute administration. Mais au Togo, il y en a eu. On a vu des conseillers à la présidence qui sont des Béninois, qui sont toujours là. Les Béninois, moi, c'est des gens que je n'apprécie d'ailleurs pas. Il faut que je le dise aujourd'hui à mes compatriotes. Les Béninois, c'est des gens que je n'apprécie pas. Mais ça n'a rien à voir avec l'analyse que je fais. Hein. Je fais une analyse objective sur la situation politique de leur pays. Je préfère 1000 fois les Ghanéens que les Béninois. D'ailleurs, même une partie du Togo. Notre cordon ombilical se trouve au Ghana. Une partie du Togo se trouve au Ghana. Normalement, on est plus lié au Ghana qu'au Bénin. On est plus lié au Ghana qu'au Bénin. S'il faut prendre l'exemple d'un pays, quand on parle de démocratie là, s'il faut prendre l'exemple là, parlons du Ghana, laissons le Bénin là. Ce que Patrice Talon fait, c'est ce que ceux-là font au Togo, non? Ou bien, ce que Patrice Talon fait politiquement là, c'est pas ce que les mêmes personnes là font au Togo. Renvoyer, mettre les gens en prison, mettre les opposants politiques en prison, renvoyer certains en exil. Hein? Il faut parler du Ghana et non du Bénin. Les Béninois, ils ont quoi à nous apporter? Ils venaient au Togo pour vivre leur vie. C'est le Togo qui est leur exemple. Et quand je dis exemple en termes de... À l'époque, les Béninois, ils venaient au Togo pour fréquenter. Leur éducation, c'était nul. Le système éducatif du Bénin à l'époque, c'était nul.